Procédons au partage. Nickel. Pergui. Pardon. Maniche, mouse. Allez, hop. Bien-être. Salut Zizou. Salut. Les gens apparemment dorment encore. C'est qui? J'ai pas compris. Je comprends plus rien. Pourquoi ça n'apparaît pas? Emma. Coucou. Coucou. Ouais, coucou. Ghost. Ghostoran. Salut Asden. Salut, salut. Walking. Non. J'invite personne. Quoi, hébergement. Je vais pas rentrer à l'orage. Saouli. Saouli Hussein. Salut. Salut le baron. Le baron Adassan. Non, je dirais. L'heure blanche. Moi, je fais pas de match. Attends les copains. Je vous dis. Likez et partagez. Comme ça va arriver le plus vite possible aux gens qui ont l'habitude de venir ou là, qui sont intéressés. Le sujet sur parlant aviation, questionnement, etc. etc. Normalement, 9 personnes, normalement, il devrait y avoir déjà 9 000. Salut Emma. Merci. Zaki. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le cœur comme appelé Emma, le cœur orange en haut.
à la team. Vous pouvez le faire une fois. C'est pour de la visibilité, faire un peu de live. Je dis voilà, je dis il a partagé, tu vois, je dis partage. Il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui sont fainéants. Horizon bleu, merci. Je dis merci. Pour le SD, tu vois, il y a des gens, ils aiment bien peut-être assister au live ou le surfer sur le live. Ça, ils font aucun effort, ni de like, ni de partage. Donc, des fois, tu te dis, tu es en train de faire des trucs pour rien. Amin del salam alaikum, comme les Turcs. Amin Olvin, salut Amin. Salut Amin. Amin State. Amin American. Oh, today I'm fine and you. Like every day. Oh, so good. Gérard, tu es dans le guest, tu es dans le chat, tu as reçu ta notification ou pas? Sinon, envoie-moi le truc, salut Chanel. Chanel. And you, Amin, where are you living? In state? Which part? Il n'y a pas eu de notification. Si, j'ai envoyé une notification. La belle que, je sais pas. Je sais pas ce qui arrive à TikTok, belle que... J'imagine. Paradise Nevada, oh, Nevada Shop. Nevada, Nevada, ça me rappelle les films westerns, ça. Salut, user. 1376, salut, j'ai pas reçu. Ben, je ne sais pas. Je vais peut-être, je sais pas, ben, qu'il faut faire nettoyage du truc, libérer l'espace. Je sais pas. Voilà, salut. Et bel bonjour à Paris. Emma Beauty, le sujet, il est comme écrit en haut, c'est-à-dire parlons aviation. C'est un live aviation. On ne parle de rien d'autre que de l'aviation, des questionnements des gens au sujet de l'aviation, des formations, etc., etc. Voilà. Et ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut être professionnel de l'aviation pour participer ou poser des questions. Donc c'est ouvert, c'est un live public pour un petit peu faire de la vulgarisation aéronautique. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Je ne suis pas au courant, mais bon. Eh bien, Gadi, tu vas voir peut-être le temps que les copains remontent, il y a des gens qui vont poser des questions et tout. What do you think about recent aviation crashes? It's like that. We can say anything. Per moment you have crashes, per moment no. So, non, c'est pas Tika Stuff. Je pense pas. Ils ont parlé, mais on attend encore le rapport final pour voir si c'était un problème réellement de TICAS ou pas pour l'hélico et l'avion. Mais sinon, les incidents, il y en a tous les jours, rien qu'à voir. Il faut ouvrir Flight Radar et voir ce qui se passe dans le ciel tous les jours. C'est des milliers d'avions qui se croisent, qui volent et tout. Donc, au nombre de ce que vous voyez, ce qui se passe, c'est vraiment insignifiant par rapport à ce qui se passe sur Terre, à savoir les accidents de voiture et tout.
Donc voilà, c'est quand même un moyen sûr de voyager. Là, il ne fallait pas dire yep. Il fallait dire youpi ou le iha. Dans Nevada. Dans Texas ou le Nevada. Salut PSG. 13 participants. On devrait être à déjà à 13 000 à 13 usement. 1637, salut. But I believe it willingly sell. Maybe, but we don't know. We don't know. We are waiting for the factual report. So we have to wait. Oui, je vais très bien, merci PSG. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je n'ai pas la caméra, parce que je veux laisser ma gencive se reposer, donc voilà, je suis en plein traitement pour les implants. Voilà. What about FIA statements? أشوف FIA statement عليه بزاف الهضرة. FIA est un organisme au même titre qu'il m'a, par exemple, l'OACI et tout, la LIASA, voilà. Donc, ils pondent des lois aéronautiques. Ils pondent des lois aéronautiques, mais aux États-Unis, vu que c'est l'aérien, c'est vraiment vulgarisé, c'est-à-dire les gens ont des avions, il y a des villages qui sont constitués pratiquement de hangars d'avions, hein, donc si tu veux, c'est pas le même système comme en Europe ou là comme dans le reste du monde. Donc les appareils pratiquement souples un petit peu sur les lois aéronautiques. Et plus ou moins souple, hein, je dis bien plus ou moins souple. Mais bon, apparemment, Trump, il en a appris le FAA à cause de beaucoup de choses. Donc il faut s'attendre un petit peu à ce qu'il y ait peut-être un changement de staff dans les prochains jours. Hein, parce que avec ce qui s'est passé avec l'avion, plus le Hawkhead, avec l'hélico, plus le DHL, plus ce qui s'est passé de vote à Minneapolis, Toronto, etc. Donc un petit peu ça percute, ça fait un petit peu bouger la réglementation nord-américaine. Voilà. Elle est vraiment... Oui, oui. Oui, oui. Oui, mais parce que, tu sais, PSG, c'est comme, par exemple, les formations de pilote. Attends, il dit, je te répondrai dans 2 minutes. C'est comme les formations de pilote. Aux États-Unis, ils insistent sur la pratique. Parce que ce qui les intéresse, c'est d'avoir des gens manuels. Donc, les gens, ils font leur PPL, leur CPL, donc c'est bien. Ils sont un peu avares en théorie. Par contre, en Europe, c'est le contraire. La théorie est vraiment lourde à assimiler. Mais une fois que tu captes tout ça, ça t'aidera pendant ta carrière. Parce que si tu n'as pas les connaissances suffisantes, nécessaires et suffisantes, à un moment donné de ta carrière, il va y avoir un couac. Donc il vaut mieux s'embêter à te rendre la tête carrée en théorie, et ensuite, la pratique, tu vas devenir un manœuvrier pratiquement. Donc tu vas restituer un petit peu la gesticulation qu'il faut, mais ça va t'aider. Voilà. Et dire quand tu peux activer le radar météo ou la jouer, il n'y a aucun... Le seul truc, c'est qu'il faut éviter de mettre le radar quand il y a le marché en bas, c'est-à-dire celui qui fait la mise en route et tout. Parce que le radar est un système qui émet des rayonnements. Alors je parle des anciens avions surtout maintenant, ils ont dû mettre des filtres et tout. Donc il faut éviter parce que c'est comme si tu passais tout le temps sous un portique avec rayon X. Voilà. Alors, what do you think? Which one? The best General Dynamics reactor or air? Ben, je vais te dire, moi j'ai toujours travaillé sur les plates, sur 37 ou bien sur GE, General Electric. Maintenant, Air Algérie va recevoir des Néo. Des Néo sont exclusivement Rolls-Royce 7000.
Euh, que veux-tu que je te dise? Les motoristes font des efforts, surtout pour appâter les compagnies. Merci, docteur Levy. Ils attaquent les compagnies avec leurs avions dotés de moteurs pas gourmands en carburant. Et c'est pour ça que, si tu veux, il y a une concurrence drastique entre les motoristes. Bon, mais GE est un super constructeur aussi de moteurs. In the past, I'm come to retirement. I mean, je suis à la retraite. So, j'ai terminé ma carrière sur 330. Salut Camille. Voilà, je sais pas, je vais repartager. Je sais pas s'il a reçu ou pas. Khalid, Pagnol, Spanish. JB, je vois pas. Voilà. On va repartager, voir. Khalid Braza, je sais pas où il est. Abdelahid était occupé. Il est connecté. Attends, on va voir. Parce que normalement, il sort chez moi. Ah bon. Ben, dès qu'il est en déplacement. Parce qu'hier, il était en déplacement, il était en voiture. Bon, il est possible qu'il soit connecté, mais qu'il ne peut pas accéder. Alors, du coup, vous avez décidé pour l'horaire du live? Non, pas tout de suite, mais je pense que les gens, ils avaient dit 16 heures. Donc, ben là que c'est correct, 16, 18, hein, quand les gens après, ils auront le temps de se reposer un peu, pas de se reposer, de se préparer à... How many flying hours you record me? 70,000 hours, 17 000 heures, and 70,000 in simulator. Donc, pratiquement. Salut Salut JB, Nordine, ça va? ça va et toi? Ouais, t'as vu, Pas de problème. t'as vu l'erreur mécanicien? Salut Farid, Salut les amis, salut ça Nordine, va? salut JB, salut le chat, Salut. ça va, comment allez-vous? Ouais, je fais Ma les gars, foi, ça va. les affaires reprennent. Hier, tu as travaillé. Ouais, j'ai travaillé un peu hier, oui. Je me suis déplacé. Ça va toi? Ça va. Ouais. Ça cicatrise, toi, au fait, on n'est pas au courant de ce qui t'arrive du tout. Ça avance, Ouais. ça. C'est dans pas longtemps normalement, hein. Bah, ça prend décembre jusqu'à mars, 3 mois. 3 mois. 3 mois, Allez, ouais. j'ai envie de mettre le factice. Donc, j'ai pas envie d'apparaître avec une fermech. Mhm. Non, le factice, il va bien. Y a pas de sou- Ouais, ça, je préfère. Alors, Tu dis, JB, oui, on est où par rapport à la vidéo? la prochaine vidéo, elle est en cours, je suis en train de travailler dessus. ouais, C'est-à-dire, je ne sais pas si je vais la faire en un morceau ou en deux morceaux, je ne sais pas. bon, Parce ça que va être là, mieux. je suis Ça va être mieux. déjà
Je suis déjà à 40 diapositives, plus de 40 diapositives. Ça rentre pas, parce que ça fait 1 heure, tu vois. Ça Ouais, fait. Tu peux pas faire une vidéo de plus d'1 heure, elle passe pas. exact. Alors, il y en a un qui dit, est-ce que vous avez décidé de l'horaire du live pendant le ramadan? On n'a pas décidé encore, non? Je lui ai répondu, bon, les gens avaient dit 16 heures, ce serait bien. 16 heures. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, ouais, c'est bon, pas de problème. 16 heures, comme ça, bon, 17, 18, on fait toujours des lives de Ouais, gens. ouais. Hein. Sauf ceux qui vont aller À chercher 16 le. heures, c'était le. Maintenant, Il y a ceux qui vont aller chercher les qalbelouz, il y a ceux qui vont aller chercher le ben. eh ben, ouais, ils auront 1 heure devant eux. J'ai une connexion, mec, excusez-moi. L'année dernière, c'était 16 heures aussi dans le ramadan. Ouais, je pense, oui. Ouais, mais bon, l'année dernière, je pense qu'il y avait l'histoire de décalage aussi, non? Moi, je me rappelle plus exactement. Le décalage, Non, il non, se pas fait du le tout, 30 pas du mars. tout. C'était pas du tout. Le C'était la décalage, c'est même le heure. 30 mars. Le 30 mars, pas que non, voilà. Je me rappelle même pas si on avait fait des lives l'année passée, pour te dire. Alors, Ah, si. Compter les lives que tu as fait. Qui fait? Qu'est-ce que t'as dit, Farid? Je te disais, est-ce que tu as fait le comptage des lives? Non, je les publie. Et bon, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet, hein. mhm. C'est ceux qui veulent les revoir, ils peuvent revoir depuis le début, presque le début, sur YouTube, ma chaîne YouTube. Ils sont tous republiés. Alors, le chat, 17h21, 10 personnes. Et Farid, t'as des questions ou pas, non? Hein, Farid, tu as des questions ou La pas? problématique, la problématique, la problématique, c'est cette connexion là qui me dérange. Ouais, ouais, elle a l'air d'être vacillante. J'ai l'impression aussi que On voit que t'as toujours un truc rouge là qui apparaît, enfin un orangé sur ton. là, il me barre. Le chat, on se réveille. Allez. Même ceux qui sont de passage, vas-y, posez des questions. Maintenant, si ça vous intéresse, dites-le dans le chat. Dites, ça nous intéresse pas. Merci, Amin. See you later. Salut, Bunker. Il y a un truc qui est très marrant, un truc qui est très marrant, quand tu regardes les statistiques. Alors, j'ai regardé hier des statistiques sur les vidéos. Alors, par exemple, tu as 400 personnes qui ont vu la vidéo. Très bien, 400 personnes. Bah, tu regardes combien le temps moyen Le de visionnage. lecture. Ouais. 1 seconde, 2 secondes. Eh ben, mais c'est une vidéo de 45 minutes où l'acteur, le gars, il a vu 1 seconde, il met qu'il aime. Et qu'est-ce que tu as aimé? C'est Ouais, mais c'est c'est dingue. pas, mais Et ouais. c'est pas un truc fait d'une façon empirique par hasard. Pardon? C'est pas un truc fait empiriquement. C'est-à-dire sur un Ah non, tas. non, non, apparemment, c'est les statistiques de Ah, trucs, hein. d'accord. Ah, d'accord. Ok. Euh, et alors, tu as même le déroulé, par exemple, combien il y en avait qui ont regardé la première seconde, la deuxième seconde, la troisième seconde, hein, et tu vois que ça se casse la gueule, c'est-à-dire que les gens, ils ont regardé 3 secondes du truc et ils ont mis qu'ils aimaient, voilà. C'est pas, c'est vraiment aimer rapidement, hein. Ah, Ce serait bien que tu nous parles, JB, aussi des techniques de leadership. Ah, le leadership, Parce que oui, oui. pour moi, un leader, c'est un leader, je veux dire, c'est inné, ça. Tu es un leader ou tu l'es. Alors, si tu veux, bon, on va essayer de résumer.
D'abord, il faut bien séparer deux choses. Le manager et le leader. Le manager, il détient son autorité de la hiérarchie. Il a un poste, il a un titre, il est directeur, ou il est commandant de bord, ou il est ceci, il est cela. Donc, son pouvoir, il le détient donc de la hiérarchie. Et son travail est orienté vers les résultats, vers l'application des procédures, vers la rentabilité, vers voilà. Ça, c'est le boulot du manager. Et tu as le leader. Lui, il détient son autorité du fait que les gens le considèrent comme leur leader. En quelque sorte, les gens l'élisent en quelque sorte leader de manière informelle. Et le leader, lui, par contre, son action, elle est orientée vers les autres. Elle est orientée dans le sens de la motivation, dans le sens du travail en groupe, etc. Du travail de groupe, de la dynamique de groupe, etc. Très bien. Donc, si on reste dans le domaine de l'aéronautique, le commandant de bord doit faire en sorte d'être, il est manager de par son titre, de par la fonction qu'il occupe, mais il doit faire en sorte d'être le leader. Comment on devient le leader d'un groupe? Le leader d'un groupe, le leadership repose sur deux ensembles de critères. Le premier ensemble de critères, c'est ce qu'on appelle le leadership socio-affectif. Le leadership socio-affectif, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'attends, moi, d'un leader, de manière totalement spontanée, etc. Je te pose la question, qu'est-ce que tu attends d'un leader, toi, Farid? Quels sont les caractères? Moi, ce que j'attends d'un Voilà. leader, moi, ce que j'attends, Vas-y. qu'il prenne les rênes, qu'il ait un pouvoir, comment dire, un pouvoir quand même sur les gens, un pouvoir, mais bon, pas malsain, mais quand même avoir quand Mhm. même un certain pouvoir sur les gens. Oui. Pour moi, c'est ça le leader. Mais pour qu'il ait. Tout en étant quand même apprécié par les gens. Hein. Alors, donc, quels sont les traits de caractère que tu voudrais qu'il ait, le leader? Bah, écoutez, moi je pense qu'être leader, le trait de caractère d'un leader, bon, effectivement, leader, bon, c'est un peu péjoratif d'être leader. Les gens n'apprécient pas trop. Ah bon? Parce que bon, c'est le gars qui doit quand même, ben oui, du poing sur la table quelquefois. C'est ça le leader. C'est celui qui est en Ouais. tête, qui ouvre la route, un leader pour moi. Bon, est-ce que tu peux me citer des leaders connus dans le monde entier? Des leaders célèbres. Bon, par exemple, je te citerai, bah oui, je te citerai par exemple, bon, je l'ai plus en tête, mais l'hindou, l'indien plutôt. Oh, Gandhi. c'est exact que je Gandhi. me souviens pas de lui. Gandhi, Le Gandhi par Mahatma exemple. Gandhi. Oui, Gandhi, oui. Gandhi, oui. Qui d'autre? Le Mahatma Gandhi, absolument, oui. Oui. Qui d'autre? Enfin, je sais pas. Hein. Euh, qui d'autre, un leader. Bon, il y en a plein. Mais bon, bah, par exemple, comment il s'appelle euh, Nelson Mandela. euh, oui, Nelson Nelson Mandela Mandela, aussi, mais ça te dit? pas dans cette Bon. mesure-là. Moi, je vois. Ouais, ça me dit quelque chose, bien sûr. Non, Ben par oui. exemple, Auguste Legrand, par exemple, un leader. À ne Je pas sais pas, moi, confondre je vois des avec un leaders comme ça, moi, dictateur. Hein. qui ont conquéri quand même des continents. D'accord. Non, non, Regarde, j'ai pas cité on va en Hitler. prendre. J'ai pas On va cité. en prendre un. Ouais, Hitler, qu'on le veuille ou non, il a été Oui, un oui, leader. oui, Très c'était un bien. leader. On va en prendre un. On a parlé de Gandhi, on va prendre Gandhi. Gandhi, qu'est-ce qu'il avait par rapport à d'autres? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qui a fait que les Indiens l'ont suivi? Je sais pas, quelle est l'alchimie qui s'est produite?
Est-ce que Gandhi Bah, la Chine explique a la dit, révolution qu'a créée alors, Gandhi, c'était la révolution du sel, me semble-t-il. oui, non mais, justement, est-ce qu'il a dit, voilà, pour faire partir les Anglais d'Inde, il faut faire ceci, il faut faire cela? Est-ce qu'il a établi un plan? Non, il a établi aucun Non, plan. ouais, il a juste exacerbé la colère du peuple. Voilà. C'est-à-dire que donc, il avait une vision. Il avait une vision. Cette vision, il a résumé en deux mots. En deux mots. Quit India. Quitter l'Inde. Ouais. Quit India. Stop. Ça veut dire que un leader, au maximum du truc, il a une vision. Et cette vision, il est capable de la faire partager aux autres. Et il est capable de les motiver. Pour arriver à ça, il faut être sûr de soi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut écouter les autres. Il faut être capable de discuter avec les autres, de communiquer. D'accord? Et il faut être capable également de motiver celui qui n'est pas tellement motivé, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que le leader, et c'est ça qui s'appelle le leadership socio-affectif, le leadership socio-affectif, c'est en fait un ensemble de critères qui répondent aux attentes des gens dont tu vas prendre le leadership. Combien de fois ça nous arrive, quel que soit le pays dans lequel on vit, quel que soit le truc, des fois on tombe sur un gars qui a un poste de manager. Il est directeur de ceci, il est gda, il est gda. Et puis le gars, quand il parle, quand il se présente, Hada Moudir, celui-là, il est directeur? Ah ouais, jamais. Ce gars-là, il a la position hiérarchique. Il a la position hiérarchique. Mais il ne répond pas à certains des critères que l'on attend de la part d'un leader, moyennant quoi on se dit, ah ouais. Oh, ça, il est directeur, mais je suis pas prêt à l'écouter, je suis pas prêt à le suivre. Même si, bon, il va me donner un ordre, je vais l'exécuter parce que je ne veux pas m'en prendre plein la figure, mais de moi-même, je ne vais pas le suivre. Ça, c'est un gars qui ne répond pas aux critères de leadership, aux critères de leadership socio-affectif. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors, oui, j'y vais. Attends. D'accord. Très bien. Maintenant, le leadership, c'est H.B. Carp, qui est un très grand sociologue américain, a écrit « Le leadership est une action et pas une position ». Ça veut dire que, pour être le leader d'un groupe, il faut premièrement répondre aux critères du leadership socio-affectif que l'on vient de voir, à savoir avoir confiance en soi, être empathique, être capable de communiquer, être capable de partager une vision, être capable de donner une orientation, être capable de motiver les gens, etc. Tout ça, c'est les critères du leadership socio-affectif. Mais un leader, c'est quelqu'un qui, dans une action, va démontrer qu'il est un leader. S'il ne démontre pas dans l'action qu'il est un leader, il se fera éjecter. Exact. Comment on montre qu'on est un leader? Face à un problème. On est une équipe là. On est une équipe. On fait face à un problème. Je suis le manager et j'essaye d'être le leader de ce groupe. On va se passer comme ça. Face à un problème, quelle est la première question qu'un leader doit se poser? Il doit se poser la question, qui, de moi ou du groupe, est le mieux placé pour régler ce problème? Et en se posant cette question, il va donc aller chercher dans le groupe, ou il va suggérer dans le groupe, au gars qui détient la vraie solution à ce problème, de prendre la flamme du leadership, de prendre le flambeau du leadership et de gérer ce problème.
C'est une action qui n'est pas du tout naturelle. Car la plupart des individus, quand bien même seraient-ils leaders, ne veulent jamais lâcher le flambeau du leadership de peur qu'on leur prenne leur place. Mais un bon leader, c'est celui qui va dire, ah, celui-là, il est plus calé sur le problème que nous avons à résoudre. Alors je vais lui dire, bah écoutez, allez, montrez-nous comment résoudre le problème. Le gars qui fera pas ça, le leader qui fera pas ça, le mauvais leader qui ne fera pas ça, il va pas le faire parce qu'il va vouloir garder son siège. Mais en ne prenant pas parmi le groupe celui qui sait régler le problème, en fait, il va mettre son siège en balance. Pourquoi? Parce qu'il va essayer, lui, de résoudre le problème. Il ne va pas le résoudre de manière optimale, puisque il y aura forcément le gars qui sait vraiment résoudre ce problème, il va être tenté, il va dire, ah, s'il m'avait seulement dit à moi de régler le problème, j'aurais déjà réglé le problème. Donc cette frustration que l'expert va avoir, cette frustration, il va la passer au restant du groupe. Il va dire, en deux coups, je réglais le problème. Donc, il va y avoir dislocation de par le groupe, dislocation du statut de leader du gars. Et le gars, en voulant garder son siège, eh ben, il va s'en faire éjecter. Ça s'appelle le leadership conjoncturel. D'accord? Ouais. Bon, maintenant, je vais prendre le thé. Vous réfléchissez à tout ça. Je suis en train de te dire quelque part aussi. Mais tu peux aller prendre le thé. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ce n'est pas un poste. Hein. Être leader, ce n'est pas un poste. Ah, voilà. C'est pas une position. C'est une action. Et quand on arrive le matin au boulot, que l'on est un manager, on a été leader hier. On nous a pris comme leader. Notre équipe nous a effectivement considérés comme leader. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, ça va être la même chose. Exact. On ne restera le leader que si on agit non seulement relativement au leadership socio-affectif, mais également relativement au leadership conjoncturel. Sur ce, je vais prendre le thé. Vas-y, bon thé. Allez, à ne pas confondre, par exemple, avec asservissement, être asservi à quelqu'un qui a les rênes. Donc, déjà, ça. Et dans l'aviation, tu sais qu'on a toujours eu le problème. Le plus gros problème dans un conseil d'instructeur, c'est justement décider pour la carrière. Enfin, la carrière, c'est le passage commandant de bord. Et c'est des critères vraiment sur le fil du rasoir pour dire est-ce que ce gars-là est garant, peut être garant de l'application des procédures pour pouvoir faire son travail en toute quiétude et rayonner et veiller à la synergie d'un groupe. Ça, c'est important. Là, quand tu détermines que le gars peut être à la tête d'un groupe, donc c'est un équipage, quel que soit le nombre de ces équipages, le nombre PNC ou le pilote, ou là, tu peux dire oui. Et au fil des années, et c'est pour ça que c'est remis en cause dans l'aéronautique, si on prend des tests célèbres de l'aéronautique, tu vas voir, les gens n'ont pas été dans des études très poussées. Tu prends par exemple Saint-Exupéry, il avait un problème physique, mais il était leader dans son domaine parce que les gens voyaient en lui, pas en asservitude, mais voyaient en lui un leader, un gars qui pouvait les emmener loin dans la recherche, dans le travail, etc. Tu en as plusieurs dans l'aviation. Tu prends. Tout à fait. Non, mais moi, bonjour, Tahar, en tous les cas, excuse-moi, parce que ça fait un moment donné qu'il est là. Pas de Ça souci. fait un bon moment. C'est toujours un Bonjour. plaisir de vous écouter, les gars. Le sujet est C'est très gentil. très beau Intéressant, sujet. absolument. Ouais, J'aime beaucoup. Et justement, Nourdine, c'est cette incompréhension de ma part, moi, justement, de cette verticalité au sein à bord d'un avion, que ce soit en cockpit ou en cabine. Je vais t'expliquer. Ça tue quelque part un peu le. Non. Je vais t'expliquer très bien. Pourquoi crois-tu qu'on met, par exemple, le commandant de bord, 4 galants, quand il y a un instructeur en 1000 étoiles en plus, le first officer 3 galants,
le chef de cabine d'une barrette, enfin, le chef de cabine principal de barrette argenté, etc. C'est pas pour faire de la discrimination, c'est pour faire une hiérarchisation, justement. Et que le système doit fonctionner de haut en bas, de bas en haut. Une décision dans un cockpit n'est pas prise par le commandant de bord seul, sauf si le gars qui est avec lui, il est obsolète, c'est-à-dire qu'il est dans les vapes. D'accord? C'est toujours des décisions, une décision collégiale entre les deux personnes, plus un criminel quand il s'agit de la cabine, le personnel derrière, etc., etc. Et voir en quelqu'un, quand tu vois sur, et ça c'est déjà vu, hein. Molly, quand tu vois, par exemple dans un, bon, elle m'a fait gars, un truc. Quand tu vois un commandant, bon, gueuler, il y en a eu, hein, déjà comme ça. Gueuler, oui, c'est moi le commandant, c'est moi, ça pour insister, ça m'a imposé sa façon de voir. Eh ben, ça veut dire que lui-même, il n'y croit pas. Il ne croit pas déjà qu'il est commandant. Tout le monde sait qu'il est commandant de bord, sauf lui. Tu as compris ce que je veux dire? Quand tu le vois dire oui, avec Il y en a beaucoup trop. donc ça veut dire, et tout le monde sait qu'il est commandant de bord, sauf lui. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut laisser les gens voir en toi quelqu'un qui va les emmener loin. Et non pas toi imposer une vision. Tu es garant de l'application des procédures, tu es garant de l'application du politique d'entreprise, parce qu'une fois que les portes sont fermées, en tant que pilote, en tant que commandant de bord, cet avion, il est gravé en ton nom. Tu as même pouvoir de le vendre, si tu veux savoir. Tu as même pouvoir de le vendre. Il est virtuellement en ton nom, pratiquement. Tu as compris ce que je veux dire. Donc, le travail en équipage, ce n'est pas une chose. C'est de la ver- c'est de la verticalité sur papier, mais je sais que l'équipage tendra toujours à essayer de travailler dans l'horizontalité, ça c'est clair. Oui, oui, Essayer de non. travailler de manière collégiale, ça on le ressent. Mais bon, C'est pourquoi il y a ça. la création de cette hiérarchie est là, elle est en place, elle est en place. Non, elle est en place parce qu'il fallait bien la mettre en place, sinon c'est le charota. C'est la charota et c'est l'anarchie. Et ensuite, et c'est pour ça que, je sais pas si tu as vu déjà des films où il y a des mutineries. Il y a des mutineries, par exemple, dans les bateaux, mutinerie à bord d'un avion. Il y a des mutineries. Pourquoi? Parce que justement, le fil est cassé entre celui qui, soi-disant, est le leader, donc il est à la tête de cet équipage, et le reste du monde. Il va faire qu'en sa tête, il dit c'est moi, d'avoir beaucoup de Allah, et c'est bon, et c'est comme ça que ça marche, et c'est pas autrement. Et bah, comme ça marche pas. Ça marchera pas. Ça marchera jamais. C'est impossible que ça puisse marcher. Ça. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord, Nordin, sur ce que tu dis. C'est le profil حكاية أنا décidé, c'est tout ce que tu viens de dire. C'est une question d'attitude. Et aussi, tu as parlé que, genre, c'est le mérite et le mérite du profil qui fait de quelqu'un qu'il est commandant, qu'il est telle ou telle position. Ouais, ouais. Il y a des gens qui se posent des questions des fois. Des gens se posent des questions. Oh, qui va chez des مدير? Oh, qui va être le commandant? Oh, qui va chez des Oh ben, y a pas que le diplôme. C'est pas le diplôme, par exemple, ou les études qui font de quelqu'un qui va occuper des positions d'élite ou très supérieures. Au premier lieu, c'est l'attitude. Et l'humilité, comme a dit JB la dernière fois, par exemple, en parlant, puisqu'on parle aviation, on parle commandant de bord, quelqu'un qui n'est pas modeste, quelqu'un qui n'a pas d'humilité, qui n'a pas le savoir comment écouter les gens, être attentive et donner toujours de l'importance à quelqu'un qui est avec nous, ça, il pourra jamais avancer ou être, par exemple, commandant de bord ou tel ou tel. Ceci dit, il ne faut pas aussi tomber dans l'effet inverse. Un gars, Que, quand il est commandant de bord, ça ne sous-entend pas qu'il doit avoir des amis partout. Dans un avion, on n'est pas là pour se faire des amis, copie ou le non, c'est pas ça. C'est entre nous, dans un équipage, par exemple, entre un commandant et un pilote, il y a la checklist. Il y a un document qui s'appelle la checklist.
Ça s'arrête là, c'est les procédures. Maintenant, si au croisière, ils discutent d'autres choses, ils débordent sur la vie personnelle, ça se fait, ça se fera toujours, et c'est tout à fait normal. Mais ne jamais oublier d'appliquer les procédures. Et à un moment donné, d'ailleurs, on s'est déjà vu en train de parler avec un gars et de dire, hop, habs, on fait cette checklist. Donc, on arrête court et on fait ça. Et quand le gars, il entend ça, ça veut dire, hop, on revient au boulot. Et c'est comme ça. Et la rigueur, oui, Jalal, la rigueur, c'est un élément essentiel dans toute fonction. La rigueur. Et la rigueur, genre ça discute, on se Et t'as- concerte, on laisse on donne la chance et l'opportunité à tout le monde de donner son avis et s'exprimer, mais en étant commandant et ayant le leadership, il faut être rigoureux. Oui, bah oui. Allez, tu as du monde Non, qui l'écoute travaille est avec toi ou importante. avec toi. Est-ce que tu as du monde qui travaille pour toi? Est-ce que tu as du monde qui travaille pour toi ou avec toi? Allez, ta connexion. Non, on n'est pas nombreux, on est trois. À partir de deux, ça devient plusieurs. Donc déjà, trois, c'est trois. La même question bizarre. Vous êtes algérien. À tous. Bon. Alors, deux Algériens ensemble, trois avis différents. Oui, mais disons que moi, je travaille avec des gens qui sont à l'étranger aussi, Mais, Nordine. ouais, ouais, ouais. Asma, Nacho, tu prends par exemple, on va revenir un petit peu dans le domaine aéronautique là. Tu prends une compagnie aérienne. Bon, ils vont sur conseil, sur enquête, sur ce que tu veux, habilitation, ils mettent un président directeur général ou un directeur général. Le gars, quand il est à la tête de cette compagnie ou de cette société ou de n'importe quoi, il faut savoir que, d'abord, la première des choses qu'il va faire, il va s'entourer de conseillers, déjà. Ce qui est très important, parce qu'il va vouloir faire des choses, mais avant de faire ces choses-là, il va poser la question, il va demander, il va, il va faire des réunions avec ses conseillers, il va poser la question, il va voir si c'est le bon moment de le faire, pas le bon moment, qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, parce qu'il a affaire à des syndicats, quand il y a des syndicats, par exemple, en face de lui. Donc, tout ça se prépare. Et quand il arrive à sortir avec des résolutions, pas d'aplatissement, hein, c'est-à-dire, Bachir m'a donné du lest, comme on dit, hein, non. C'est-à-dire arriver à sortir avec des résolutions à la suite de, de discussions et de négociations, eh bien, c'est un bon leader. Parce que tout le monde est gagnant. Lui, il a appliqué la politique de la compagnie. Le vis-à-vis a eu gain de cause parce qu'il a su soutirer des choses qu'il ne pensait peut-être même pas négocier, etc., etc. Et c'est pareil. Alors, dans l'aviation, c'est pareil. Le pilote, quand il est en face de situations difficiles, eh bien, il va négocier. Il va négocier avec le problème. Il va négocier le problème. Et comment il va L'autre le... jour, il va- Farid, tu as été un peu choqué quand j'ai dit le pilote doit résister à la tentation de débrancher tous les systèmes automatiques et de prendre l'avion en manuel. Ça fait partie, ça fait partie de la délégation. Quand tu te trouves dans un avion et que tu as un problème à régler, tu dois, et ça fait partie du CRM, Cockpit Resource Management, donc la gestion des ressources au cockpit. Tu dois déléguer les tâches de manière à ce que chaque élément du groupe, même si on n'est que deux, soit au maximum de son efficacité. Par exemple, j'ai un problème important. Est-ce que, en tant que commandant de bord, je dois me casser la tête à piloter l'avion? Non. Le pilote, à la limite, je vais estimer que mon copilote, je vais analyser mon copilote et je vais venir justement sur ce point-là. Et je vais éventuellement, si mon copilote répond
aux critères nécessaires, je vais lui déléguer le pilotage de l'avion pendant que moi, je vais m'occuper de différentes choses, de régler le problème, de trouver une solution au problème, etc., etc. C'est ça le leadership. Parce que le leadership, ça va plus loin que ce que j'ai dit jusque-là. Il y a un troisième aspect, c'est ce qu'on appelle le leadership adaptatif. On doit s'adapter aux gens avec lesquels on travaille. On doit s'adapter, en fait, à ce qu'on appelle le niveau de développement de nos collaborateurs. Alors attention, c'est pas sous-développé ou la surdéveloppé, c'est pas du tout ça. Le niveau de développement se mesure en fait par rapport à deux critères. Premièrement, la compétence. Deuxièmement, l'engagement, la volonté, le désir de s'impliquer. À ce titre-là, quand on prend ces deux critères, on peut distinguer 4 types de personnages que l'on va rencontrer dans le travail. On va rencontrer ce qu'on appelle des D1. Le D1, c'est le nouveau. Le nouveau, il est plein d'enthousiasme, il est très engagé, il veut tout faire, mais il a une compétence très faible, puisqu'il vient de débuter dans le métier. Donc ça, c'est le D1. Faiblement compétent, très engagé, très volontaire. Ensuite, on a le D2. Le D2, c'est le gars qui a peu de compétences et peu d'engagement. C'est quoi ce D2? Ce D2, c'est le gars, il était D1 auparavant, quand il est rentré dans la boîte. Je ne parle pas forcément de pilote, hein, je parle dans n'importe quelle entreprise. Il était D1, donc il ne connaissait rien, mais il était très enthousiaste. Et puis il a commencé à apprendre le métier. Et il s'est aperçu que le métier n'était pas si facile qu'il s'y attendait. Donc, sa motivation s'est cassée la figure, et ses compétences ne sont pas encore là. Elles ont commencé à augmenter, mais sans plus. Et puis on a le personnage, le troisième, c'est le D3. Le D3, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est très compétent, mais qui est démotivé, pour une raison ou pour une autre. Il est démotivé parce qu'il n'a pas eu une augmentation, il est démotivé parce qu'il a un problème familial, il est démotivé. Ça veut dire que le gars, il a vraiment des compétences, mais chez Nia, il ne veut pas s'engager. Et puis on a le quatrième personnage, c'est le personnage qui a forte compétence, fort engagement. C'est l'expert. C'est l'expert. Le gars, il sait faire son métier, il est engagé, il est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le leader ne peut pas adopter le même comportement avec chacun de ses personnages? Bien sûr, ouais. D'accord. Oui, oui. Le comportement du leader va dépendre de la personne à laquelle il s'adresse. Pour le D1, qu'est-ce qu'il va, et le D1, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque les compétences. Donc le leader, dans ce cas-là, il ne va pas chercher à le motiver, il n'a pas besoin de le motiver puisque le gars est déjà très motivé. Il va lui apprendre le métier, donc il va être formateur avec lui, il va le former, il va lui apprendre le métier. Pour le D2, il est ni motivé, ni compétent. Alors avec celui-là, il va falloir qu'il joue sur les deux tableaux. Il va lui apprendre le métier et il va le rassurer, il va le motiver, il va lui dire voilà, tu as des compétences, il va lui demander son avis, il va essayer de le faire sortir de ça. On revient là, on avait parlé du cockpit autocratique. Je ne sais pas si tu te souviens, Tahar en avait parlé. Oui. Le D2, c'est un gars qui, au départ, va être candidat à un cockpit autocratique. Ouais. Parce qu'il n'a pas de compétences et il est peu motivé. Donc, il va se mettre en sourdine par rapport au commandant de bord. Donc, le commandant, dans ce cas-là, doit agir avec lui, au contraire, en le motivant, en lui demandant son avis, etc., etc. Le D3, qui est compétent, mais démotivé, le leader avec lui, il ne va pas lui montrer le boulot, il sait le faire, le boulot, il a les compétences. Au contraire, celui-là, il va le motiver. Il va lui demander son avis, il va le soutenir, il va le faire en sorte que le gars reprenne de l'envie de travailler, de l'engagement. Et puis avec le D4, qui est l'expert, qui est engagé et compétent, et bien celui-là, il va déléguer.
Ouais. Et donc, je reviens sur ce que je disais juste auparavant. J'ai un problème dans l'avion. J'ai un problème dans l'avion qui va demander beaucoup de travail, une charge de travail importante. En tant que commandant de bord, si je suis persuadé que mon copilote est un D4, donc c'est un expert, je vais lui confier de piloter l'avion, d'accord? Parce que ça, il sait très bien le faire et il sera motivé à le faire. Et moi, je vais m'occuper de tout le reste. Voilà ce qu'on appelle le leadership, entre autres, voilà, pour essayer de simplifier au maximum. Voilà. Rajouter, Merci. rajouter à ça ce qu'on appelle la dynamique motivationnelle. Donc, ça, c'est tout un chapitre. Alors, Mais Quoi qu'il en dans soit, l'avion. nous avons tout intérêt, nous avons tout intérêt, excuse-moi, Tahar, à ce que réside quand même une ambiance quand même assez bon enfant, sans être laxiste, assez bon enfant au sein d'un équipage. Et la verticalité, il me semble que la verticalité qui est imposée, bon, cette hiérarchie quelque part est prise par certains de manière quelque part autocratique. non, ça marche très très bien sans truc, même dans la verticalité, t'en fais pas. C'est très très rare où tu entends parler d'un incident, mais c'est rare, hein. Quand je te dis c'est rare, c'est très très rare de voir un incident qui se passe dans un poste de pilotage à cause d'un... Sauf quand il y a incompatibilité d'humeur et que l'équipage, au préalable, que ce soit le commandant ou le pilote, n'est pas fait cas de ça. Parce que ça existe aussi dans le système, au niveau du programme, ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. Pour X raisons. Parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui s'entendent pas comme ça. Et donc, ils vont pas travailler ensemble, il faut le savoir ça. Par inadvertance, s'ils les mettent ensemble, eh ben, il peut y avoir, ou ça s'arrête à checklist, ou il peut y avoir des frictions. Ça, c'est vu, mais c'est très très rare, je te dis, c'est très très rare. Et s'il y a la verticalité, c'est que pour justement qu'il y ait un ordre établi, pour qu'il n'y ait pas de cafouillage. Tu imagines que tout le monde va parler en même temps. Imagine ce live. Si moi, quand je parle, toi, tu parles, parler JB en même temps, ça va être de la cohue, le brouhaha. Donc, quand quelqu'un parle, on s'arrête, tac, 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 etc. C'est comme ça que ça marche. C'est l'ordre, toujours l'ordre établi, et c'est comme ça que ça doit marcher. Voilà. Bon, Et c'est c'est un grand pourquoi, sujet. et c'est C'est un très très grand pourquoi, sujet. D'ailleurs, on parlait aussi de la femme au sein d'un cockpit. Il y a ben pas mal oui, de, il y a pas mal de. c'est un cockpit spécial, c'est un cockpit spécial. Non, et c'est pourquoi, et je rejoins tout à fait Nordine, et c'est pourquoi nous faisons ce cours sur le leadership aussi bien au commandant de bord qu'au copilote, qu'au PNC, de Exactement. manière à ce que tout le monde sache comment s'établit le leadership. Et quand on est follower, on doit être capable d'appliquer les techniques du followership en connaissant exactement ce à quoi le leader doit répondre. À ce moment-là, l'important, c'est que chacun adopte, et c'est exactement ce que disait Nordine, chacun adopte le comportement qui permet à la verticalité de s'exercer. Quand on a parlé du gradient d'autorité, etc., ce gradient d'autorité, il est admis par tout le monde parce qu'il est admis de manière soft, parce que les gens comprennent pourquoi il faut qu'il y ait un gradient d'autorité à la faveur du commandant de bord, mais que ce gradient d'autorité ne soit pas trop pentu, ne soit pas trop... Tu vois ce que je veux dire? Voilà le débat. C'est pour ça que on forme tout le monde ensemble et que tout le monde sait exactement quelles sont les techniques. Et quand un commandant de bord délègue à un copilote une fonction, le copilote comprend qu'il est considéré comme un D4. Et donc, ça veut dire qu'il sait exactement pourquoi le commandant de bord lui a délégué telle tâche. Voilà, c'est ça qui est important. Farid, il y a autre chose aussi. Il nous est arrivé, que ce soit JB et moi, de voler avec des copilotes plus âgés que nous. Plus âgés.
Et ça se voit de plus en plus. Il y a des gens qui passent pas commandant de bord pour X raisons. Ils ont passé le PPL, la TPL, ils n'ont pas passé le truc et tout. Ils sont avancés dans l'âge. La compagnie avait décidé d'arrêter les qualifs à un certain moment, etc., etc. Et bien ce gars-là, à droite, il va se retrouver à voler en tant que copilote sous les ordres d'un commandant de bord 10 ans moins jeune que lui. Plus jeune, plus haut. Donc voilà. Et quand même, l'autorité fait son travail, c'est-à-dire l'autorité du commandant de bord. Mais c'est pas parce que le gars, il a 10 ans de moins que celui qui est à droite, qu'il va se dire, ah, il est plus âgé que moi maintenant. Il n'oubliera jamais qu'il est commandant de bord. Il n'oubliera jamais, et tout le monde le sait. Même celui qui est à droite et qui a 10 ans de plus que lui. Il le saura. Donc ça va s'arrêter à checklist, procédure, et une fois au sol, ben, c'est autre chose. Salut, salut, classe. C'est comme ça, c'est ça le. Donc, l'un dans l'autre, et même dans les, comme disait JB tout à l'heure, des cockpits où il y a par exemple femme commandant de bord avec un copie, par exemple femme, homme, homme, femme, deux femmes, etc. Donc tout ça c'est établi, c'est des règles que tout le monde doit suivre, pas bêtement, mais intelligemment. Et en plus, un équipage quand il arrive aux opérations, il ne faut pas oublier qu'il fait un briefing parce que c'est pas dit qu'ils se connaissent. On a travaillé avec des gens différents, des pilotes différents, des PNC différents. Moi aussi, quand j'étais copilote, je travaillais avec des commandants différents. Mais quand il y a le briefing, ça permet justement de dire, voilà, on est un équipage, il y a une feuille d'instruction, le nom du commandant de bord est inscrit en haut, le nom du pilote, le nom du chef de cabine, le nom du staff, chacun ses postes, il y a une distribution des postes, tac, 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 on monte à bord et tout le monde va faire son travail. Et tout le monde sait qu'il est sous la coupole de ce commandant de bord qui est garant de l'application des procédures. Et la preuve, même dans le briefing, il y a une procédure qui est simple et il te dit, le commandant de bord pose des questions avec réponse donnée. C'est-à-dire, il n'est pas là pour faire le bourg, non. Il pose des questions au PNC, par exemple, sur des ordres d'ordre de sécurité et tout, sur les racks de sécurité, sur les procédures et tout, mais avec réponse donnée pour détendre l'atmosphère, connaître ces gens-là, dire voilà, savoir ce qu'ils ont fait la veille, très bien, bon, les gens sont bien reposés, l'équipage est complet, ils montent à bord tous ensemble et ils vont faire un vol de A à B en toute sécurité et en toute quiétude. Voilà comment ça marche. Nordin, Ce, dans ce le que, même. ce que Nourdine vient de dire, excuse-moi, juste pour pas que je perde le fil de mon idée. Il a dit deux choses fondamentales. Quand il a parlé de voler avec un copilote plus vieux, ça, tu vois, c'est bien pour montrer un truc, sûrement des comportements professionnels. Dans la vie de tous les jours, dans nos sociétés à nous, nous avons un respect inné pour la personne plus âgée que nous. On est d'accord. Bien. Sauf que, quand on rentre dans le cockpit, cette manière de fonctionner n'est pas conforme à ce que doit être la hiérarchie dans le cockpit. Même si le gars est plus vieux que nous, ça c'est dans la vie de tous les jours, on va lui devoir un certain respect, mais dans le cockpit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le respecter, mais dans le cockpit, on va effacer ce système-là. On va ne pas en parler. Il y a le commandant de bord, il y a le copilote, point à la ligne. Moi, il m'est arrivé de faire de l'instruction à des commandants de bord avec lesquels j'ai volé en copilote. Pareil, oui. Ça t'est arrivé à toi aussi. Bien sûr, oui. Alors, dans ce cas-là, si on avait un complexe, le cockpit, il marcherait complètement de traviole. Mais comme on est tous, tu vois, c'est ça que je veux faire comprendre. Comme nous sommes tous avec des comportements professionnels que nous avons acquis par notre formation, les influences culturelles, les machins, tout ça, ça reste en dehors du cockpit. Dans le cockpit, on a un comportement purement professionnel. Stop et fin, voilà. Avant que tu dises quoi que ce soit, avant, je fais aussi le parallèle avec les militaires. Tu peux trouver un lieutenant commandant de bord avec un général copilote ou un colonel copilote. Et donc, c'est la fonction supprime le grade. Il ne va pas se la ramener en tant que copilote parce qu'il est général, il va lui dire je suis général. Non. S'il est copie, il est copie.
Et pourtant, il est plus gradé. Il est gradé dans la fonction, enfin dans la hiérarchie, il est gradé avec un grade supérieur, mais dans la fonction, il est en second. Donc la fonction supprime le grade dans l'armée, par exemple. C'est un exemple à rajouter. Vas-y, parle. Ah, c'est dans le même sens, Nordin. Je t'en prie, j'y vais. C'est dans le même sens. Moi, ça m'est arrivé de voler avec deux commandants de bord qui sont plus jeunes que moi. Oui, oui. Il y avait un commandant de bord, il a presque même mon âge. Bon, c'est une question de une année. Et l'autre, il a 5 ans de plus jeune que moi. Oui. Et sans aucun complexe, en étant professionnel et ayant confiance en nos compétences et rester dans tout ce qui est SOP, et là, et en respectant la seniorité du poste de commandant de bord, et ça va très bien se passer. Il n'y a pas de risque pour que il y aura des conflits ou au contraire. Ben pour moi, j'ai pris ça toujours du bon côté Ben, c'est normal. parce que Oui, j'apprends d'eux. ouais. Ben, entre parenthèses, j'ai toujours eu bon, de très bons feedbacks, mais je m'appuie pas sur ça pour continuer à avancer. Ouais. Mais je reste professionnel, je reste discipliné, je respecte la seniorité de cette personne qui est plus jeune que moi de 5 ans à gauche, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience et il mérite d'être là où il est. Voilà. Je suis là pour le supporter, l'aider et travailler en synergie. Et aussi, c'est une très bonne chose, Nordin. Ouais. Je peux te le dire. IRDZ, la fonction opérationnelle PF, ça n'est pas le flying, et pas le monitoring, supprime le grade décisionnel, non. Le PF, qui est pas le flying, pas le monitoring, peut être dans les deux sens. Le commandant peut être PF, alors que le copilote est pilot monitoring, et des fois, c'est le commandant qui est pilot monitoring, et le copilote, il est pilot flying. Ceci dit, la décision, même quand le copilote est pilot flying, il est là pour faire fly, navigate, communicate, pendant que le commandant fait ses trucs. Mais quand il y a un problème où les deux doivent être inclus en traitant des checklists, là, ça devient collégial. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'il est PF, le copilote, qui va te dire c'est moi et c'est comme ça et c'est pas autrement. La preuve, l'article 2 du commandement permet au copilote, si il voit que son commandant fait des actions dangereuses qui peuvent emmener au péril de ce vol ou de cet avion, il peut même attenter à sa vie pour pouvoir sauver la situation, pour te dire comment c'est fait. C'est pas pour créer des monstres, mais c'est comme ça. Le plus important dans cette histoire, c'est voler safe, sécurité, rentabilité, confort. Ça, c'est les trois leitmotifs de l'aviation. On est vraiment là Non, au JB, je cœur. voulais te poser une question Ouais, aussi constamment ouais. concernant la vidéo. Tu dis donc dans le chapitre commandement de travail en équipe, tu dis donc évaluer les capacités d'un pilote à exprimer clairement son point de vue à son équipage et à le convaincre, j'insiste sur ce point, et à le convaincre d'agir sous son autorité. Je me pose la question suivante. Est-ce qu'il a besoin de convaincre en tant que commandant? Oui, il a besoin de convaincre. Ouais. Il a besoin de convaincre parce que, encore une fois, quand il s'agit de prise de décision, quand il s'agit de voir une situation, quand je fais ce cours sur les schémas décisionnels, je fais le cours et j'utilise une image que j'ai prise sur Internet. On voit il y avait une manifestation, c'était à Paris. Une manif, alors il y a tout un tas d'éléments d'information sur cette photo. Et je pose la question aux gens, je fais voir cette photo à tout le monde pendant un temps assez court d'ailleurs. Et après, je pose des questions. Je dis, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu un bonhomme qui porte une casquette? Etc. Et on s'aperçoit que tous les gens qui étaient là, lorsqu'ils ont vu cette photo, chacun a vu des choses et il y a des choses qu'il n'a pas vues du tout, pour lesquelles il n'a pas flashé.
C'est hyper important de faire ça, c'est pour faire comprendre aux gens que face à une situation, on est devant notre tableau de bord, on est devant notre tableau de bord, on a des éléments d'information qui nous viennent, et c'est pas pour autant que les deux pilotes ont la même vision de la situation. Ce n'est que en mélangeant, en discutant de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils considèrent comme étant important et pertinent pour la situation, que l'on arrive à se faire une idée précise de la situation. Donc, en tant que commandant de bord, je peux très bien dire, écoutez, voilà, moi je crois qu'il faut faire comme ça, comme ça. Mais je peux, ce faisant, avoir omis un aspect de la situation, un aspect qui n'est pas forcément devant mes yeux, parce que c'est analyse du système, etc., dans lequel je me trouve au sens large du terme. Et à ce moment-là, mon copilote va pouvoir me dire, mais attendez, il y a ça qu'il faut prendre en considération. Ah oui, d'accord. Ça veut dire donc déjà qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Et une fois que l'on s'est mis d'accord, encore faut-il que tout le monde participe. Parce que quand on est dans quand on développe une stratégie pour sortir d'un problème, si l'autre n'est pas convaincu que c'est la bonne stratégie, si donc on n'a pas suffisamment balayé toutes les incertitudes, toutes les questions qu'on pouvait se poser, l'autre qui va devoir travailler faire progresser cette stratégie dans les faits, dans les actions, il va rester à se poser la question de la validité de cette stratégie. Et en se posant la question de la validité de la stratégie, il va perdre en performance, parce qu'il va se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Ah ouais, je suis pas convaincu. Et donc c'est la clé du truc. Si on n'a pas fait participer tout l'équipage à la prise de tout l'équipage concerné à la prise de décision, et si tout le monde n'est pas absolument convaincu que c'est ça qu'il faut faire, il va y avoir dislocation de l'équipage et perte de performance. Ça, c'est fondamental. Pagnol, tu es dérangé apparemment, tu ne peux pas monter. Ou là, je ne sais pas où tu es. JB, j'aimerais donner un petit exemple, une expérience que j'ai vécue moi, sur que le first officer, c'est un commandant en second. Ouais. Genre, il peut prendre des décisions, je vais pas dire fortes, mais importantes, au bon moment. Moi, il m'est arrivé, parce que mon expérience dans l'aviation, elle est très modeste. Je suis en dessous des 2000 heures. J'ai même pas 2000 heures dans ma vie de pilote professionnel. Mais il m'est arrivé une situation où j'ai pris les commandes de chez le commandant. J'ai pris les contrôles. Et le truc, c'est pas de lui enlever les commandes, à mon avis, hein. C'est la façon comment prendre les contrôles. Ouais. Parce que pendant le vol, il s'est passé un truc qui contre de ce que dit l'Ops manuel de la compagnie. J'ai pas réagi à la première étape. À la deuxième étape, j'ai vu que le risque a augmenté. Ça risque de partir en cacahuète. J'ai dit, Captain, if you don't mind, I have control. En toute souplesse, le commandant, il m'a donné les contrôles. On a atterri. Et après, on a fait un débrief. Voilà. Exactement ça, c'est parfait. Moi aussi, ça m'est arrivé 2 fois de reprendre des commandes à un commandant de bord, quand j'étais copie. C'est parfait. C'est ça qu'on attend d'un copilote. Et c'est justement, c'est parce que c'est cette dislocation, parce que là, il y a dislocation, on est bien d'accord, que quand il y en a un qui est obligé de reprendre des commandes à l'autre, c'est qu'il y a une démarche qui n'est pas la bonne. Ok ? Et cette dislocation, elle doit être, si elle est nécessaire, si on voit qu'il y a dislocation, que l'on est sur deux chemins différents et que l'un est en train d'avoir des actions dangereuses, il est du devoir du copilote. Et tu as parfaitement réagi, c'est magnifique, c'est ça qu'il faut faire. Et en tant que commandant, il faut admettre qu'à un moment, on a été à côté du vélo et que c'était bien que le copilote ait repris les commandes. Voilà. C'est ça qui fait tout là.
Combien de fois on l'a dit? On l'a dit sur ce live, on a dit. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons la personnalité que nous avons aujourd'hui parce que nous avons été pilotes de ligne. Parce que nous avons vécu toutes ces expériences qui nous ont amenés à une plus grande humilité vis-à-vis de notre pouvoir décisionnel, de nos pensées, de nos décisions, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on est hésitant. Non. Ça veut dire que l'on est mesuré dans nos propos et dans nos certitudes. Et il faut aussi dire, il faut dire aussi, toute répression génère fraude. Toute répression génère fraude. Alors encore une fois, on a eu des exemples, des gens qui disaient c'est moi, ils tapaient sur la table, c'est moi, tout le monde sait. Mais tout le monde sait que tu es commandant, tout le monde, sauf toi. Tu es le seul à ignorer que tu es commandant de bord. Voilà. Vas-y, Je rejoins tout à fait Nourdine. Attends, 2 secondes. Une fois, à chaque fois, et Nourdine a fait la même chose, on a formé des commandants de bord, donc des gars qui sont passés de copilote à commandant. À chaque fois que j'ai formé un gars, avant de le lâcher, je lui ai toujours dit, attention, si un jour, tu te surprends à dire, ici c'est moi le commandant, c'est que tu reconnaîtras implicitement que tu n'as pas été à la hauteur de ta fonction. Exactement. Vas-y, Farid. Justement, je me disais aussi que, bon, quand même, quelque part, l'amour-propre du commandant, dans ces cas-là, en prend un coup. Et est-ce que cela pourrait résider en lui dans la durée et quelque part lui faire perdre confiance sur ses vols à venir et dans sa carrière? Pas du tout. Pas du tout, Farid. Ça ne veut pas dire que si un copilote il a pris les commandes une fois, il a pris les contrôles au commandant de bord, c'est qu'il est en train de remettre ses qualités ou compétences en question. Non. C'est juste qu'à ce moment-là, pendant ce vol, Il y a eu un il est sorti de l'enveloppe de safety. Uniquement là, où il faut impérativement agir. Il faut justement, Moi, je parle de ton cas précis, ce que dit Tahar, ça renvoie à une chose très importante, à un concept qu'il faut bien avoir en tête. Il y a compétence et performance. Compétence, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai appris à faire, etc. J'en ai parlé dans ma vidéo. La compétence, on sait ce que c'est. La performance, c'est le niveau de qualité auquel aujourd'hui je mets mon action. J'arrive à faire mon action. C'est-à-dire mes compétences, je les mets en œuvre aujourd'hui avec un niveau de qualité plus ou moins grand. Et ce niveau de qualité plus ou moins grand, c'est ça la performance. Ça veut dire, dans le cas que donnait Tahar tout à l'heure, ça veut dire que ce jour-là, le commandant de bord a manqué en performance. Voilà. Il était en faible performance pour des raisons X, Y ou Z, dont on parlera dans la prochaine vidéo sur l'erreur. Ça renvoie sur les contextes inducteurs, etc., etc. Mais ça veut dire que ça, c'est juste ce jour-là que sa performance a été diminuée. Ça ne remet pas en cause ses compétences. Il y a autre chose aussi, Farid. Farid, je vais te donner un autre exemple. Probant. Dans la carrière d'un pilote, il peut lui arriver qu'il y ait un couac à un moment donné et qu'il soit dégradé en copilote pour une certaine période ou pour toujours. Ça s'est déjà vu, ça s'est déjà vu. Ce n'est pas pour autant que le gars va se morfondre sur son cas ou sur son sort et dire parce qu'il va savoir et on va lui démontrer par A plus B que ses compétences se sont effilochées, sa façon de faire devenait pas catholique comme dirait l'autre, bon. Et donc, il sera en position, il va revenir first officer. Alors, si tu vas dire, oh, il va terminer sa carrière, oui, il y en a qui ont terminé leur carrière en tant que first officer après avoir été dégradés. C'est-à-dire, ils ont perdu le titre de commandant de bord. Ça, c'est déjà vu. Et tout ça, ça se comprend. Parce que le gars, quand il est passé commandant de bord, eh ben, il est passé entre les mailles du filet. Et il ne faut jamais oublier que dans l'aviation, personne
personne n'échappe à son passé. Et le passé rattrape toujours la personne. Toujours, toujours, toujours. Quel que soit son métier et quelle que soit sa façon de faire. Et là, Oui, vas-y. je renvoie, je renvoie à la vidéo qu'on a certainement oubliée parce qu'elle a été publiée depuis un moment. Sur le plus et le moins, tu te rappelles, JB? Ouais. Ouais, ouais. Sur Je les plus, scénarios tu de plus, vie, oui. etc. C'est les scénarios de Ouais, vie, oui. ça rejoint un peu, hein, ça rejoint un peu ça. Mais en tous les cas, vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Je parle du pilote, du commandant, dans son amour-propre. Est-ce que cela laissera des traces dans la suite de sa carrière? J'ai Il va connu, pas. Il va j'ai pas. connu j'ai connu un seul gars qui n'a pas été capable de gérer ça. Un seul. Dans toute ma carrière. Il y a un gars qui a commis, je citerai même pas le cas, ni son nom, ni rien. Il y a un commandant qui a fait une connerie un jour et qui, suite à au conseil d'enquête professionnelle, etc., de la compagnie, a été remis comme copilote. Et il a pas accepté la sanction, il n'a pas considéré que c'était justifié, il s'est pas remis en question ni rien du tout. Il a arrêté, il a carrément démissionné de la compagnie pour ne pas se remettre en cause. C'est le seul cas. Et il y en a eu plusieurs, et il y a eu des gens très anciens, des gens plus anciens que nous, qui ont eu des accidents de parcours, un petit truc, un machin, ils se sont trouvés dégradés copilotes pendant un temps. Eh bien, les gars, ils ont fait leur temps de copilote le plus normalement du monde. Nous avons été, nous qui avons volé avec eux, qui avons volé avec eux après avoir été leurs copilotes, on a volé le plus normalement du monde, professionnel, sans problème. Et puis, ils ont repris leur place méritée, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'en ai connu qu'un seul qui n'a Non, pas mais ce qui supporté. est Voilà, arrivé, c'est tout. ce qui est arrivé à Tar, est-ce que vous considérez cela? Est-ce que c'est considéré comme un incident? Est-ce que ce qui s'est passé dans le cockpit restera dans le cockpit? Est-ce que ce sera donc Non, non, non. Farid, éventé on ou a, on évite d'en parler? non, non, pas du tout, pas du tout. C'est juste après le vol, on a débriefé, on a parlé, comme a dit JB, que c'était performance en baisse ce jour-là. Ceci dit, que c'est pas ce vol-là où ça s'est mal passé pour lui. Au contraire, lui, déjà, il a dit, moi, je voulais pas te donner les contrôles parce que déjà, j'étais pas bien et j'ai pas réagi que mes performances étaient en baisse. Mais le débrief, il va tout mettre au clair. Comme on dit, genre, une erreur contenue n'est plus une erreur. Ouais, C'est juste, lui déjà, il a dit, l'intervention, Je elle a été reformule. à temps. attends, Farid, j'ai compris ta question, j'ai compris. Farid, il se pourrait, des fois, se peut que des fois, quand il y a un incident comme ça, que ça reste dans le cockpit. Mais, encore une fois, si un incident comme ça est enregistré dans le voice recorder, dans ceci, que les PNC sont au courant de ce qui s'est passé et tout, un rapport est de mise. Et donc, ce sera le rapport du captain et du first officer. Et à ce moment-là, il y a toute une commission qui siège pour ça, et une commission de discipline pour discuter, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Il se pourrait qu'ils ne volent plus ensemble pour X raisons. Ils peuvent donner raison ou au first officer ou au copilote. Si c'est une raison de sécurité et de sûreté, truc, donc voilà, le commandant, il sera réprimandé. Et donc, ça aura quitté le poste. Mais il y a beaucoup d'incidents qui restent au poste. Quoi qu'il en soit, tu qualifies ça d'incident. Ah, Quoi c'est qu'il des en soit, tu incidents. qualifies ça d'incident. Ah oui, c'est un incident parce que un accident, c'est quoi? C'est la suite d'un incident. C'est la suite logique d'un incident, de plusieurs incidents. Et s'il y a un ensemble d'incidents, eh ben, ça va emmener vers
une catastrophe. Si le gars, tu le vois acharné au dire non, je donne pas les commandes, et voilà comment que ça se passe maintenant, et il commence à faire des trucs, c'est que ça ira vers la catastrophe. Bon, il peut même aller jusqu'à te couper un bon moteur ou la faire le fou. Bon, et ça peut arriver. Mais encore une fois, il y a des trucs qui arrivent, qui se passent dans le poste. Ça reste au poste. Regarde d'ailleurs, ça y est. Oh, ça y est. Normal. Il n'y a rien eu, c'est bon. Mais si ça devient. Et si ça risque de devenir viral, eh ben, les rapports sont de mise et les commissions sont instruites dans ce sens. Il faut savoir que l'on est dans un système, ce qu'on appelle le no blame policy. Exact. C'est-à-dire que on n'est pas dans un environnement professionnel dans lequel on va penser à punir en première instance. La première intention n'est pas de punir. La première intention dans le domaine aérien, la première intention, c'est de comprendre. Voilà. Que s'est-il passé? Ensuite, répartition des responsabilités quant à l'incident ou l'accident. Ensuite, on en tire des actions correctives pour chacun des points clés qui ont amené l'incident ou l'accident. Dans ces actions correctives, il est possible, si cela est de mise, si cela est nécessaire, il est possible qu'il y ait des sanctions. Mais la sanction n'est pas du tout la première intention, mais pas du tout. La première intention, l'idée qui est derrière le gestionnaire dans une compagnie aérienne, les gestionnaires en règle générale, c'est de tirer le maximum d'enseignements de cet incident pour que ça ne se reproduise pas. Exact. C'est tout. Voilà la première intention. Et nous ne sommes pas. Alors, c'est un style de gestion auquel il faut s'adapter. Ce n'est pas un style de gestion qui est courant et qui est naturel dans certaines sociétés. Voilà. Et dans la plupart des sociétés, d'ailleurs, quand vous regardez, quand il y a un accident d'avion, il y a toujours Ce qui est incroyable. Voilà. Ouais. D'ailleurs, chaque fois qu'il arrive quelque chose, chaque fois qu'il arrive quelque chose, il n'y a jamais de sanction tout de suite. Il y a ce qu'on appelle les mesures conservatrices. Des mesures conservatoires, donc ça va rester un certain moment pendant qu'il y a étude du problème. Si problème il y a, bien sûr. Et quand c'est déterminé, ben là, on passe à autre chose. Salut, Samy. Allô, bon Oui, corps. bonsoir, ça va l'équipe? Allô, bon corps. Salut Samy. Ça va? Espagnol. Bah, alhamdoulilah, très bien, très bien, très très bien, merci. Ça va, déjà, moi je voudrais dire une chose, vive les retraités. Ah, il est temps qu'on arrête ce métier, mes amis. Oh non, on a besoin de toi encore. Travail, travail. Non, ce que tu dois faire, Ouais, Samy, ce que tu dois ouais, faire, et c'est ouais. la chance que l'on a quand on est encore pilote, quand on est encore en activité, on doit justement emmagasiner énormément de choses, prendre beaucoup de recul par rapport à ce que l'on fait. C'est ce que l'on a fait, Nourdine et moi et d'autres. Hein. On a pris du recul et c'est pour ça que maintenant on peut parler du métier parce que on a pris du recul. Mais on a pu prendre du recul parce qu'on a fait beaucoup d'expériences. Ouais. Ouais, absolument, absolument, mais je rigole, moi j'aime ce que je fais Ben, heureusement. euh, et j'essaye de tout faire pour améliorer mes connaissances tous les jours. Exemple, aujourd'hui, on était en croisière, tranquille, et le copie, قال لي Captain, you have your simulator coming. قلت له why؟ قال لي parce que you are reading the manual, عندك بزاف وانت تقرا المانيوال. قلت له ما عندي لا سيميلاتور لا والو. قلت له parce que انا j'aime bien lire le manuel pour essayer de rester à jour منها. Eh ben والله العظيم بالك 30 minutes après ولا Le manuel. je l'ai regardé هكذايا au coin de l'œil, et ben il est en train de lire l'EFCOM. Ben voilà, c'est comme Donc ça. c'est bien, c'est bien. Mais je vais vous raconter une histoire qui m'est Attends, arrivée, attends, JB. racontez l'histoire, ça, bien, avant de raconter l'histoire. Farid, ça, c'est un comportement de leader. Absolument, parce que Ouais. c'est l'exemplarité. Un Ex- des critères du leadership socio-affectif dont on parlait tout à l'heure, Exactement. c'est l'exemplarité. On apprend aux autres, on leur inculque le comportement, non pas en leur disant fais ça, fais ça, fais ça, mais en Exactement. le faisant et en leur donnant l'exemple de le faire. Voilà. C'est magnifique ce que tu fais, Pagnol. C'est Ouais. très bien.
Vas-y, Samy. Merci. Et bien sûr, oui, ce qu'on dit, we lead by example. Exact. C'est en donnant l'exemple, en se comportant bien, etc., qu'on est leader. Ouais. Mais bon, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a peut-être 1 an et demi. Donc, on fait une approche sur Doha et j'étais pilot flying. Et l'approche sur Doha l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc, c'est tranquille, c'est moi qui vole, etc. Il faisait très beau. Mais il y avait un peu de, comment dire, de poussière. Donc, c'était un peu, la visibilité n'était pas terrible. Hazy. Mais hazy, voilà, je voulais pas utiliser le mot hazy. Donc on commence l'approche. Et au moment de commencer l'approche, en fait, l'avion n'identifie pas l'ILS. On n'arrive pas à identifier l'ILS, c'est une identification automatique, bien sûr. On n'identifie pas l'ILS. Donc, pas de lock, pas de glide, rien du tout. Et le contrôleur, il continue à nous donner des vecteurs. Donc, vectoring, downwind, pas d'ILS. Je dis aux copies, il n'y a pas d'ILS. Il me dit, moi aussi, je ne l'ai pas. Donc, on nous fait tourner en downwind, pareil, pas d'ILS. Et il nous fait tourner en finale, le contrôleur. Et moi, je dis aux copies, on n'arrive pas à identifier l'ILS. Exact. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça va venir, etc. Et le contrôleur, il me dit non, l'ILS marche. Fonctionne Donc normalement. moi je dis, il marche pas. Il me dit, le contrôleur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, changez votre type d'approche, mettez une airnav, alors que nous, on est en finale. Moi, qu'est-ce que je dis aux copies? Au négatif, on remet les gaz et on revient. Donc, avant d'appuyer sur Toga, c'est une décision, bien sûr, que je prends, mais je prends collégialement. C'est-à-dire, je lui dis, voilà, on ne peut pas shooter l'approche, on ne voit pas la piste, on va remettre les gaz. Donc, je remets les gaz et le copie, il n'était pas content, mais comme pas possible. Allez, voilà, Captain, allez, pourquoi on n'a pas changé l'FMC? C'était facile à le En finale. faire. Moi, j'étais pas à l'aise. Moi, j'étais pas à l'aise. Je préfère remettre les gaz. Mais attendez, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que tout à l'heure, JB, il a dit le nom blême policier. Moi, j'étais pas à l'aise. Je préfère remettre les gaz, revenir, bien préparer ma machine, bien préparer mon approche, savoir ce qu'on est en train de faire. On airnav approche et on vient et on atterrit tranquille. ما كاش مشكل قال لي oui mais we are going to the office هكذا قال لي on va aller قلت له دوك انت t'étais pas à l'aise après le vol tu pensais à aller au bureau après le vol مسح pendant le vol Voilà. tu n'es pas préparé tout ça هذيك معليش ما قلقاتكش donc toi tu es ahead انت راك ديجا لحقت للدار وراك رحت للبيرو وانايا راني مازالني في الطياره راني نسيي ناتيري قلت له سي ça قلت له non il faut pas penser à ça et ben on atterrit tranquillement. J'ai fait mon rapport, on nous a jamais Mais appelé. c'est normal. Et j'ai appelé le copie avec. Voilà, est-ce qu'on nous a appelé? Est-ce qu'il y a non. Par contre, si on avait essayé de shooter l'approche, comment on descend? كيفاش tu vas ماكش تشوف la piste, كيفاش دير? Là, on aurait eu des problèmes. Donc le no blame policier, il aide beaucoup. Et voilà, c'est l'histoire du jour, Norden. Question. C'est très intéressant ce que tu dis là, Pagnol. Une question à Samy. Il était de quelle nationalité le first officer? Il était British, je crois. British. كانت حكمته ولا بوليغا. بوليغا شوف نوردين انا j'ai fait 4 remises des gaz. 4 remises des gaz. وحده في مراكش avec le 87. Marrakech, on allait juste toucher, on passe le threshold. Et on a eu un updraft, l'avion est monté, est vraiment monté. Donc je me sentais mal à l'aise, pareil. Je ne me voyais pas atterrir dans ces conditions. J'ai remis les gaz, jamais étolé. J'ai fait une remise des gaz à Francfort. Pareil, on allait pratiquement toucher. C'est ATC qui nous a dit voilà, il y a quelqu'un qui va évacuer la piste, mais c'était pas évident qu'on arrive à atterrir avec lui la piste. On a remis les gaz, jamais d'arouna haja. Donc ça, j'ai pas de problème à exécuter des manœuvres si je sais ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de problème. La compagnie, elle veut pas que nous on cache des choses. Ah, c'est sûr.
l'honnêteté intellectuelle. Je cache rien. Je cache rien. Je fais ce que j'ai à faire. J'applique mes procédures. Maintenant, s'il y a quelque chose qui arrive, là, je le cache. Je le cache pas. S'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que il y a des paramètres qui ont fait qu'on est arrivé à ça. Voilà, c'est tout. Oui, Farid. Oui, ce que tu dis là, Agnol, donc ce que tu es en train de dire, c'est que, bon, c'est un go-round. C'est-à-dire, légalement parlant, est-ce que vous êtes convoqué ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Farid, premièrement, mes salutations, Khoya Farid. عندك كاسكيطة شابة الله يبارك. هذه Allah يبارك فيك. Eh, شوف Farid, la remise des gaz, c'est une procédure normale, mais c'est abnormal procedure. C'est une procédure normale. Donc, si on remet les gaz, c'est bien. Ce qui est anormal, c'est essayer d'atterrir alors qu'on n'est pas stable. On n'a pas les paramètres dans l'enveloppe, Oui, qu'on mais a évoqué la dernière oui, fois. mais pourquoi cette crainte alors, Pagno? Pourquoi cette crainte d'être Parce que convoqué? on Tu a as ça fait dans la la tête quand même. Parce que le go-round, la remise des gaz, c'est une procédure normale si elle est bien exécutée. Il est motivé et bien exécuté. Si elle est bien exécutée. Parce qu'il y a beaucoup de points à faire, il y a beaucoup d'actions à faire quand on remet les gaz, suivant la configuration de l'avion. Si on a les volets sortis, le train sorti, etc., etc., quand on remet les gaz, il y a une procédure à faire, une procédure à suivre. Si l'autopilote est désengagé ou l'autopilote est engagé, c'est deux procédures différentes. C'est pour ça que moi, personnellement, je désengage jamais l'autopilote parce que je n'ai rien à prouver. Ce que j'ai approuvé, c'est j'atterris, je rentre à la maison, voilà, hada makan. Donc je désengage jamais l'autopilote si je suis pas clair à l'atterrissage. You are clear to land. Je sais que c'est bon, je suis clear to land, j'atterris. Spécialement, nous, on fréquente des aéroports qui sont Busy. very busy. Donc, le fait d'avoir des aéroports very busy, les séparations entre avions sont très réduites. Donc, Anna, je prends aucun risque. Quand je remets les gaz avec un autopilote engagé, c'est beaucoup plus facile de remettre les gaz avec un autopilote désengagé. Donc, allez, je me mets dans ces situations. Je désengage pas, tranquille. J'ai rien à prouver. Même le Hal-Shbab, clear to land, ok. Autopilot is coming off. Toujours avant de désengager, j'annonce que je vais désengager l'autopilote pour que le copilote sache que je vais désengager. Parce que quand on désengage, on entend un bruit. Un bruit, donc quand je désengage, autopilot is coming off. Oui, il le sait. Je désengage et on Mais- atterrit tranquillement. Oui, mais je décèle une chose, excuse-moi, Nordine, hein, je monopolise un peu le live, mais je décèle quelque chose dans tes dires quand tu dis je n'ai rien à prouver. C'est à dire que certains pilotes te feront peut-être le reproche de ne pas avoir désengagé l'autopilot, que tu n'as pas été assez Non, courageux, tu n'as non, pas assez d'expérience. Pourquoi tu dis ça? attends ça bien, attends ça bien. L'histoire de l'autopilote dont il parle, Samy, pourquoi? Dans les aéroports busy, comme il te dit, il y a un profile de remise des gaz. Il y a tout un cheminement de remise des gaz. S'il le fait en manuel, il a le droit. Mais le problème, c'est qu'il augmente les chances de sortir latéralement de la route. L'autopilot, par contre, il est bête et discipliné. Il va suivre exactement le profil qui lui est donné pour la remise des gaz. Il va le restituer fidèlement et au yacht après. Donc voilà. Bon, il a. Ça, j'ai compris, Nordine. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que Pagnol nous dit une chose qui est pas tombée dans l'oreille d'un sot. Je n'ai rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Farid, C'est sûr qu'il en n'a fait, rien à prouver. par là, c'est que nous, quand on va au travail, quand on rentre dans un poste pilotage, c'est pas باش نولوا رومبو ولا قال انا هو كوموندون دو بور اسكت راني هنايا سي موا كي في سي موا كي دي انا اللي نعرف نو on est des simples pilotes commandant de bord responsable de l'avion c'est-à-dire on n'a rien à prouver quand on vole c'est pour amener un avion d'un point A à un point B ما نفوليو upside down ما نديرو des manœuvres exceptionnelles ما نديرو والو حنا la simplicité plus c'est simple et mieux c'est pour moi. Qu'est-ce que c'est difficile de faire À ça? Bangkok, اسمح لي Nourdine, aujourd'hui à Bangkok, on nous a donné la 19, ok? Piste 19, ILS, Zulu 19. Dernier moment, je dis bien dernier moment, changement de piste, la 20 right, air nav approche, il n'y a pas d'ILS, air nav approche. C'est le copie qui vole.
manque de préparation et d'expérience, lequel on ne travaille pas en synergie, c'est-à-dire on n'essaie pas de travailler en synergie, on essaie de couvrir tout, tu ne peux pas atterrir dans des conditions mleh. C'est pour ça que la communication elle est importante. Donc lui, je sais qu'il est un peu perdu parce que l'avion, le fait d'avoir changé la piste, j'ai l'impression que l'avion il est beaucoup plus avancé que lui. C'est-à-dire c'est ça, il n'est pas au devant de l'avion. Donc il faut une aide, il faut une communication, il faut faire ça, dire hadi, dire hadi, dire hadi, dire hadi. Et tout ça, on le discute oui, à l'atterrissage. Quand on a éteint les moteurs, le voilà, t'as pas fait ça, je t'ai laissé une limite, je t'ai laissé la limite, tu l'as pas fait. Il fallait que je le dise de le faire, et après, quand tu l'as fait, il fallait faire autre chose, etc., etc., etc. On n'a rien à prouver, on fait que notre travail, on a خلاص ورحت كليت لامونغ واحد لامونغ يا Et نوض. Il a moment tu lui agi, dis, regarde, là, Farid, Samy, il a agi comme on agit avec un D2, à savoir quelqu'un qui, à l'instant T, n'a pas les compétences, donc en fait, il n'a pas la performance voulue, et donc il a agi en rajoutant à sa performance, en l'aidant de manière à ce qu'il puisse réaliser l'action. Et il y a un point que vient de dire Samy qui est très très important. Il l'a laissé faire jusqu'à une certaine limite. Ça, c'est tout l'art du commandement d'un avion. Tu laisses le gars faire jusqu'à un certain... Tu te fixes toi, mais c'est instantané. Jusqu'où tu peux le laisser faire avant, éventuellement, de corriger ou de reprendre des commandes, etc., etc. Et ça se passe à la fraction de seconde. Il faut en avoir conscience. Et c'est cette conscience, justement, de la réalité des choses qui est importante. Et quand tu as dit, tout à l'heure, Samy a dit, moi, j'ai rien à prouver. Voilà ce qui, par exemple, Machi, je vais me poser parce que, je ne remets pas les gars, là, je suis un arrache, je pose. Ça, c'est de la connerie. C'est de la pure connerie. Il faut reconnaître à un moment qu'on n'est pas confortable avec une approche, qu'on n'est pas à l'aise sur un truc, ou bien que l'équipage que nous formons avec notre copilote, pour une raison ou pour une autre, le copilote, il est un peu down, il est un truc, on n'a pas la performance à tous les deux, on n'a pas la performance requise pour cette approche-là, et ben il faut savoir remettre les gars. C'est ça qui veut dire, on n'a rien à prouver. C'est pas une affaire de résultat, le pilotage, voilà. C'est exactement ça. Merci Morad. C'est exactement ça. On n'essaie pas d'atterrir un avion si on n'a pas tous les paramètres, on ne s'est pas bien préparé, bien briefé, etc. S'il y a un problème et on ne se sent pas à l'aise, il y a quelque chose, on remet les gaz. هذا مكان. Je C'est ça. trouve un truc, là, il se passe quelque chose de magnifique. Samy, je ne l'ai jamais vu, on se connaît sur le live. Il est pilote dans une compagnie dans laquelle j'ai jamais volé, d'accord? Mais on est tous les deux pilotes. Bon, moi je suis ancien. Bon. Et regardez, on parle exactement le même langage. Bon, que ce soit avec Nourdine qu'on parle le même langage, c'est normal, on a volé ensemble. Mais ça veut donc dire, vous voyez à quel point les pilotes de ligne, nous sommes des gens qui sommes formatés au niveau de nos comportements professionnels, au niveau de nos comportements intellectuels. C'est magnifique. Tout simplement. Merci Morad. Merci. Allez, il y a aussi l'aspect dont on parlait tout à l'heure. dans les pommes, Attends, Fred. C'est l'histoire, quand il t'a dit je le laisse jusqu'à une certaine limite. Alors, Winrad, quand tu as des vols d'instruction, c'est-à-dire le gars, il arrive, il est à son premier vol d'instruction, et non seulement il faut le laisser à la limite de la limite, mais il faut même le laisser faire des erreurs que l'instructeur peut rattraper. Pas pour mettre en péril le vol, mais rattraper. C'est-à-dire que si un gars il est en instruction, premier vol, deuxième vol ou d'âge, et que le gars lui prend les commandes, jamais il pourra se poser. Il va refuser le sol, il ne pourra jamais se poser. Donc il nous est arrivé de laisser l'extrême limite pour rattraper les situations. Vas-y, tu peux demander à... Absolument, c'est tout à fait ça. Vas-y, fais-le. non, mais ce que vous m'avez mal compris. Des fois, je m'exprime mal. Non, dis C'est pas. ça le T'as problème. dit, je veux que Ce que c'est. je suis J'ai en rien à train de vous prouver. dire, c'est Dis, je veux que c'est. J'ai rien à prouver. Il l'a non, utilisé non, dans non, un parce que contexte. non, ouais, non, c'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire entre vous,
Quand il dit je n'ai rien à prouver à qui, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que des pilotes se permettent de juger quelqu'un parce qu'il a fait un go-round avec un pilote automatique, il le traitera de tout. Est-ce que c'est entre vous? Est-ce que qui, il n'a rien à prouver à qui? Nous, Tu on est trouveras, passagers ou là, on est. tu trouveras toujours des gens qui ont des choses à dire. Tu trouveras toujours des gens qui auront à dire quoi que ce soit sur toi. En tant que pilote, je parle. Que tu fasses ou que tu fasses pas, bien ou pas bien. Ouais, Tu trouveras les toujours. médisants. Ouais, de toute façon, c'est connu. Mais le problème, c'est pas ça. C'est l'action. Quand elle est faite. Et quand le gars est satisfait d'avoir fait cette action et sauvé une situation, même si dans sa tête, il aurait pu faire le contraire, ou là, ça aurait quand même pu être sauvé, mais cette action est faite en toute réflexion et en une fraction de seconde. C'est ça. Quand il te dit, par exemple, un dictateur avec Voilà. je n'ai rien à prouver, c'est pas une question d'approuver ça marche là. Non. C'est pour dire, Benli, voilà comment je suis, voilà comment le pilote est formaté, voilà comment il est formé, il est là pour appliquer des procédures, il n'a rien à prouver, c'est-à-dire il va pas rentrer en mode créatif pour dire Zaman Araf. Non, je ne sais rien. Moi, je sais appliquer une procédure. Et ça, c'est Souvenez-vous, souvenez-vous dans ma vidéo où je parle du comportement face à un problème, quand je fais le schéma comportemental de Rasmussen. Et je vous dis que dans le métier de pilote, on essaye de faire en sorte que les pilotes restent tout le temps dans un comportement basé sur les règles, basé sur les lois, c'est-à-dire problème, identification du problème, relevé de paramètres, identification du problème, choix de la procédure, exécution de la procédure. Ça, c'est le mode dont vient parler justement Nourdine, c'est l'application de la procédure. On n'a pas à devenir créatif, à passer sur l'autre comportement, si ça vous renvoie sur quelque chose. Le comportement basé sur les connaissances, je vais bidouiller, je vais... Non, ça n'existe pas. On va adopter ce comportement juste le jour où, malheureusement, pour le problème que l'on a, on n'a pas de solution prédéterminée, il n'y a pas de procédure. À ce moment-là seulement, on va rentrer dans ce comportement basé sur les connaissances. Mais en temps normal, comme le disait Samy tout à l'heure, la remise de gaz, c'est pas un incident. Je ne suis pas dans les fenêtres pour des raisons X, Y ou Z. Soit c'est un problème de, comme l'ILS qui marche pas, ou là de machin, de trucs, ou bien on se sent mal, on n'est pas à l'aise avec ça, on a été chamboulé, etc. On n'est pas à la performance optimale. Remise de gaz, c'est dit. Je vais pas me prendre pour Rambo. Il n'y a pas de Rambo dans les avions. Mermoz est mort il y a bien longtemps, hein. exact. Le cimetière est plein de héros. Mais quoi qu'il en soit, je me souviens. Ouais, plein d'euros. Mais je me souviens quand même que vous disiez que faire un go round de. Tu, tu peux très bien, et tu as fait une remise de gaz, on peut te demander, on peut te dire, bon, pourquoi vous avez fait une remise de gaz? Ben voilà pour telle et telle raison. Ça ne veut pas dire que tu vas être, comment dirais-je, puni ou la haja, il n'y a pas aucun problème, hein. C'est une manœuvre comme une autre, hein. Ben, remise de gaz, parce qu'il y avait, ben, au pire, on va te dire, vous pouvez me faire un petit rapport, oui, vous faites un rapport, voilà. Il y avait ceci, il y avait cela, et on a remis les gaz, stop et fin, c'est tout. Par contre, si tu remets les gaz sans autopilot et tu sors de truc, oui, là, tu as remis les gaz maniche, mais tu es sorti du cheminement. Là, c'est pas bon. Et c'est pour ça que Samy te dit, moi, je mets la remise des gaz en autopilot, ce qui est plus safe et plus agréable, d'ailleurs. L'avion, c'est mieux que nous. Pourquoi beaucoup de plaintes? Bon, Oui, parce que moi, Farid, je voulais cerner justement, je voulais. Oui, oui. pardon, Farid, pourquoi l'autopilote il nous aide beaucoup? Parce que il y a des aéroports, il y a beaucoup d'aéroports où la remise des gaz, c'est-à-dire l'altitude de remise des gaz, quand on fait un go round, une remise des gaz, l'altitude elle est basse, ok? Donc si on fait une remise des gaz avec un autopilote désengagé et que l'altitude est basse, tu vas la et que percuter. l'avion est puissant et que le moteur donne le maximum, on risque de overshooter l'altitude. Mais si un autopilote est engagé, donc là, c'est la préparation d'avant, c'est-à-dire le top of descent. Quand on est en croisière, on fait le briefing. Tout ça, on le prend en considération. On planifie tout ça
قال voilà, la remise des gaz, le plafond il est bas, etc., etc. Je vais laisser l'autopilote jusqu'au dernier moment pour le désengager, etc. Parce que l'autopilote, il va remettre les gaz. Dire-le n'importe quelle altitude, il va jamais l'overshooter. Jamais. Alors que l'être humain, quelle que soit son expérience, il peut éventuellement overshooter l'altitude et ça crée des problèmes avec l'ATC, avec d'autres trafics, etc. Ce que dit Samy est particulièrement vrai pour nous qui avons volé sur des avions où on n'avait pas toutes ces fonctionnalités. Croyez-moi que quand vous faites une remise de gaz, mettons, à 1000 pieds, et vous avez une altitude de remise de gaz à 2500 pieds avec un avion qui monte à 2000 pieds minute à la remise de gaz, eh bien, croyez-moi que ça fait un sacré boulot. Hein, parce qu'à peine on tire sur le manche, remise de gaz, machin, paf, ça y est, on arrive à 2500 pieds, il y a intérêt à remettre l'avion en palier pour pas bouffer. Croyez-moi que moi, j'aurais bien voulu piloter des avions avec les systèmes qu'ils ont maintenant. Hein, parce que quand il fallait faire tout ça en manuel, c'était du sport. Hein. Morad, je te l'avais dit la dernière fois, moi je te jure, si j'avais piloté des avions comme les tiens, j'atterris une fois sur 10 ou là, قلت لك كون t'aurais été formé à ça, là. خطراوين تخلص عليا. Spanish, là, mais tu montes comme une fleur, dernière minute exprès, Hagda, bon, ben. Salam tout le monde. Farid, t'as voulu mettre casquette de commandant de bord, t'as posé une question, rac, tac, allez, va te coucher. Souviens-toi T'as vu ça? le Ils décollage. m'ont massacré. Nourdine, souviens-toi le décollage de Marseille en piste 14, Oui. hein, avec 2500 pieds en 37 D17, c'était quelque chose. Hein. Rien que déjà le décollage pour bloquer à 2500 pieds, c'était quelque chose. Exactement. Ça va l'équipe, vous allez bien? Nordin, Spanish, il a repris des vols, c'est bon. Mais je comprends Farid ce qu'il voulait dire tout à l'heure. En fait, en gros, ça l'étonnait parce qu'en fait, il lui a dit, Samy, il a dit, moi, j'ai rien à prouver. Et lui, en fait, il est parti du principe, pas, il a rien à prouver, mais il s'est dit, ah ouais, donc ça veut dire que, Zama, il y a des commandants de bord qui font les coques en disant, moi, je peux me poser. C'est dans ce sens-là qu'il voulait dire. Allô? Tu parles à sa place. Ouais. Tout à fait. Non, mais parce que, on l'avait pas compris. Voilà, on n'a pas compris. Non, mais tu vas voir, Spanish. Pour le moment, tu voles en mono, etc. D'accord. Tu vas voir au fur et à mesure, effectivement, il y a des gars, même au niveau des écoles, etc., il y a des gars qui se prennent pour plus qu'ils ne sont. Tu vois, je ne veux pas le dire ici sur le live parce que c'est un peu grossier, mais il y a une expression qui te dit qu'il faut faire gaffe que ce qu'il y a derrière toi. Voilà, c'est tout. Ah oui, non, c'est sûr. Ça, il y en a partout de toute façon. L'ennemi du pilote de ligne, c'est de se prendre pour un bon pilote. C'est l'ennemi fondamental. Ne jamais penser qu'on est bon pilote. Jamais. Et qu'on est capable de faire des trucs que les autres ne sont pas capables de faire. Ça, ça vous amène forcément à un problème. Ibir, simplement, l'avion s'arrête à certaines altitudes parce que les remises des gaz, plutôt les SID, sont faits de telle sorte de permettre à un avion de partir vers une destination. La sortie de l'area de l'aéroport permet à d'autres avions d'adopter d'autres attitudes pour revenir en vente arrière ou pour faire la procédure. Donc, par exemple, tu prends Alger, le décollage, des fois, il était limité au niveau 70, en sortie 23 vers PSS. Pourquoi? Parce que les autres avions qui venaient, ils avaient une clairance 80 ou 90 ou 80 sur Zebouri ou sur Oscar Alpha. Donc, ils s'arrêtaient à une certaine altitude, le temps de faire passer des avions. À Paris, c'est pareil, partout dans le monde. Donc, c'est des altitudes contraintes qui sont publiées par Jepsen ou par autres, ceux qui font les procédures. Voilà. Messieurs, j'ai une question pour vous avant que le live se finisse. Est-ce que vous connaissez Jeddah? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de Jeddah? Je vous explique pourquoi après. C'est dans l'aéroport. Oui.
Bah, tu es dans l'aéroport quand il y a quand tu vois là, l'espèce de fontaine haute, c'est que le roi est là-bas. C'est un aéroport Kuwait, pratique. Ok. De l'avoir pratiqué, que ce soit en 67 ou en 330. Et la vie là-bas, c'est comment? La vie, elle devient plus agréable de plus en plus. Elle n'était pas. Par contre, si tu vas là-bas pourquoi d'abord? Parce qu'on vient de me proposer une mission d'un an là-bas. Alors, vas-y, Je le savais. les adresses. Darwat al-Arouss, tu vois, Nekhil, c'est des plages privées. Ouais. Et super, super, super. Non, c'est bien. La vie, elle est Kuwait, elle est bien. En fait, il y a la compagnie Flynas qui ouvre une escale. Et donc du coup, ils cherchent des superviseurs pour ouvrir l'escale, pour le chargement, T'encaisses pas, les t'as aucun équipages. Pardon? t'encaisses pas, t'as aucun problème. En plus, même si tu as des habitudes un peu bizarroïdes, tu peux aller à Ah quoi? la mission française. Ils ont tout ce que tu veux. Ok. Non, non, c'est agréable. Avant, À non. négocier. Je te dirais qu'avant, non. Avant, Oui. franchement, c'était pas les années 80, 85, et tout, c'était un peu dur. C'était un peu trop strict, beaucoup de choses. Maintenant, non. Tu sais, l'Arabie Saoudite a fait une ouverture extraordinaire. Et comment, Ouais. Mais c'est pour ça que je me pose la question. et comment tu vas faire, pour tes cours de Il peut, pilotage? Bah c'est ça il peut en faire, c'est ça il peut en la faire grande là-bas. question. Tu peux en faire là-bas. Parce que je me dis, en fait, le problème c'est toujours la même chose. C'est bon, déjà forcément c'est l'endroit où tu es, les conditions financières. Et qu'est-ce que ça va m'apporter derrière. Bien, ça va te rapporter Donc beaucoup. Ça va te rapporter beaucoup. voilà. Euh, Donc Smile, ouais. tu peux faire des vols là-bas aussi. Hein. Ah ouais, bah j'aimerais bien. Mais si déjà j'arrive à boucler ce que j'ai envie de boucler, parce que bon c'est l'ouverture d'une escale et que bah du coup il va falloir mettre tout en place avec les équipages, donc il faut faut s'occuper de, bah c'est simple, hein, les nounous des équipages déjà pour commencer, plus les supervisions de l'autre sheet de chargement, de voir comment ils travaillent, est-ce qu'ils respectent les procédures. Ça va mettre un peu de temps de se mettre en place. Mais si je peux voler encore plus, mais je sais que j'y Nordin, vais il a apprendre. raison, parce qu'il y a beaucoup d'aéroclubs là-bas. Oui, il y a des clubs, il y a même une école, il y a tout. Par contre, rentre sur Internet, après tu fais un tour et tu vas voir. Ouais, je vais regarder. C'est tombé hier, donc hier on n'a pas eu le temps. Je te dis encore une fois, si c'était post 90, t'aurais dire tech. Mais maintenant, non, c'est bon. De plus en plus, il y a l'ouverture, truc et tout. Les expats vivent très bien. Ouais, ok. À voir. Wait and see. On va voir. On va voir ce que ça donne. Mais sinon, ce sera là-bas. Il y aura 2 vols par jour. Ils vont commencer, je crois que c'est les vols pour les pèlerinages à la Mecque et tout ça. Pour terminer le live, je vais te donner Barkhane. Je donne pas de conseils, mais quand même, je vais te le dire. Oui. Évite le tour des manèges. Sur ce, messieurs. Bisous tout le monde. Allez, ciao à tous. Bonne soirée Et tout le monde. Salut, salam. Dans le bon chat. vol à ceux qui volent et bonne soirée à tous les autres. Salut. Allez, ciao, ciao, au revoir. Merci. Allez, ciao. Allez, salut. Ciao, ciao. Salut, Samy.